Bien, bonsoir. Donc, vous êtes sur le groupe Facebook pour les Européennes 2024, la liste Défendre les enfants, et nous sommes le 25 février 2024. Et donc, je me présente, Luc. Donc, je m'étais déjà présenté en 2019 avec la liste dont la tête de liste est Gaël Cosmenier pour défendre les enfants. Et on recommence en 2024. Et ce soir, j'accueille Morgane Vincent-Day, qui était déjà là dimanche dernier, et Gilles Poublan, et on va chacun se présenter, on va réagir un petit peu à vos commentaires sous le live, on va essayer de répondre, et puis on va s'organiser au fur et à mesure des lives pour aborder plusieurs thématiques. Donc je passe la parole, si tu veux, à toi, Morgane. Oui, bonsoir tout le monde. Donc, je suis ravie de vous rejoindre et qu'on puisse aborder le sujet. Donc, pour me présenter donc un petit peu, je participe activement sur la défense des droits de l'enfant, des droits des parents et des droits humains, je dirais. Voilà. Ah, Gilles, pourquoi tu nous as Oui. rejoints? Alors, moi, je suis juste un papa, donc je ne suis pas militant, mais j'essaye de. Voilà, j'ai du temps, je viens d'être à la retraite, là, donc je suis ancien cadre à la retraite. Donc voilà, je ne vois pas mes enfants depuis quelques années, depuis 4 ans. Enfin, depuis peu, je les vois une journée tous les 15 jours. Et, pardon. Oui. Et voilà, quoi. Donc, j'essaye de faire avec vous, essayer de contribuer à faire bouger les choses, quoi. Voilà. Alors, on avait commencé. Oui, vas-y. J'ai une dernière audience là en préparation, donc Ouais. j'espère pas trop m'exposer parce que voilà, on a tous les papas, on a toujours la crainte que tout va nous accabler. Surtout que moi j'ai une histoire un peu particulière, enfin, je ne vais pas m'étaler, mais bon voilà, en face de moi j'ai des puissants. Et donc voilà, j'essaie à mon petit niveau de contribuer à la chose, quoi. Donc je peux dire au combat, je ne sais pas si c'est approprié. Voilà. D'accord. Et donc, on avait commencé une discussion avant de passer en direct où on parlait justement que le plus important pour nous, c'est de protéger le lien entre les enfants et les parents après une rupture, après une séparation. Et donc, si j'ai bien suivi, Morgane, toi, tu es psychologue et donc tu es un petit peu en contact avec tous les professionnels qui défendent, qui sont censés défendre les enfants. Et nous, en tant que parents, souvent, on se demande, mais c'est assez étrange les décisions qui sont prises, qui vont à l'inverse de l'intérêt des enfants. Donc, est-ce que tu peux un petit peu nous témoigner un petit peu de ce que tu fais? Oui, Morgane? oui, je suis formée et diplômée en psychologie. Ensuite, j'ai travaillé en ressources humaines et management et puis coaching. Aujourd'hui, nous sommes un groupe de travail de personnes non pas forcément toutes confrontées à la situation, mais un groupe de travail avec des compétences, je dirais, juridiques et psychologiques, qui soulève justement cette question du lien par rapport à l'enfant, de ce qui se passe un petit peu et je dirais du rapport du rapport entre le parent et l'enfant par rapport au placement et à cette rupture qui se fait de façon radicale. Donc là, je ne sais pas s'il y a des questions précises ou s'il y a des interventions sur les questions, sur des questions précises sur ce sujet, ou si vous avez, vous, des questions précises sur le sujet en lui-même. Gilles? Excusez-moi, c'est haché, j'ai un problème de réseau, donc je n'ai pas tout compris. Excusez-moi. Tu voulais que j'intervienne sur quoi? Non. Non, on essayait en fait, on avait une discussion avant de démarrer le live qui était assez engagée, et puis après on est passé en direct, donc on a un petit peu cassé la dynamique. Mais sinon, on peut quand même aussi informer de la manière dont avance la liste. Là, on a bientôt nos 80 candidats. On va dire que on peut voir sur le site ddpeasso.org, il manque 5 femmes environ. Et donc, on recrute toujours des femmes, surtout. On est en surnombre en hommes, d'être 57 hommes. Et donc, il faut 40 hommes et 40 femmes pour respecter la parité, parce que c'est la loi. Et donc, on est toujours un petit peu en écriture du programme. Donc, on a Gaël Cosmenier qui est en tête de liste. On a Stéphane Lambert qui interviewe pas mal de monde de personnes qui sont en contact avec le milieu de l'enfance, des présidents d'associations.
Bon, bah voilà, on a bien avancé. Puis je suis bien content d'avoir rencontré Morgane dimanche dernier, justement, parce qu'il va nous apporter l'aspect du psychologue. Et puis on commence à avoir des contacts dans le milieu de services de protection de l'enfance. J'espère qu'on va avoir un contact aussi avec le milieu juridique. Et puis ça prend forme, on prend un petit peu la vitesse de croisière et puis ça avance et ça fait plaisir. Donc après, je ne sais pas s'il y a des personnes qui nous regardent, s'ils veulent participer au live, s'ils veulent poser des questions. Je vois il y a 5 personnes, donc allons-y. Sinon, le programme, je pense que c'est comme le titre de la liste l'indique, c'est défendre les enfants. Comme on est souvent assez nouveau en politique, on a un petit problème, c'est qu'on ramène un petit peu trop à soi. Et il va falloir essayer de s'élargir et de faire un programme qui convienne à tout le monde en gardant cette idée principale qui est de défendre les enfants. Parce que les enfants, la plupart du temps, n'ont pas le droit de vote, mais s'ils pouvaient s'exprimer, si on pouvait surtout les écouter, les entendre et entendre la souffrance qu'il y a par rapport à une séparation qui normalement ne concerne que les adultes, peut-être qu'on ferait moins de dégâts, quoi. Parce que je regarde par rapport à ma propre histoire ou l'histoire de mon entourage, c'est souvent les enfants qui souffrent le plus quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, tout à fait. Et c'est là-dessus où je vais en profiter pour pouvoir parler justement tout à l'heure quand on parlait du lien et d'évoquer un petit peu ce qui se passe. Tout à fait, l'enfant, pour autant, on est quand même dans un pays où ce qu'on appelle le droit de l'homme devrait être conséquent et il n'est pas. Le droit de l'enfant devrait être appliqué, il n'est pas. Et malheureusement, les enfants ne sont pas entendus. La parole de l'enfant est instrumentalisée, elle est étouffée et elle n'est pas entendue, la parole de l'enfant. Et d'où nos convictions, d'où notre combat aussi. Et on va pouvoir parler un petit peu du lien de l'enfant dans le cas du placement. Lorsque l'enfant est placé, le but du placement, c'est que le placement ne perdure pas. C'est ce que dit la loi. Et la loi, elle est claire là-dessus. Malheureusement, c'est l'inverse qui se passe et il y a une coupure de lien. Il y a une coupure de lien pour différentes raisons qui s'installent. Elle s'installe parce qu'il y a une distance entre l'enfant et le parent. Elle s'installe puisque par manque de moyens, peut-être, et ce serait bien d'avoir des intervenants justement qui sont dans ce milieu pour qu'ils puissent nous expliquer, pour qu'ils puissent nous apporter peut-être des questionnements sur lesquels on peut peut-être les soutenir ou apporter des réponses, puisque la coupure du lien est manifeste et qu'il y a un manque de moyens qui est manifeste, puisque le parent se retrouve progressivement à être en rupture de l'enfant. Et c'est traumatisant non seulement pour l'enfant, mais pour le parent, ça a des conséquences, puisque dans cette rupture qui se fait aussi bien avec le parent, elle se fait dans la vie sociale de l'enfant, elle se fait dans la vie de la santé de l'enfant, puisque j'ai pu le voir dans pas mal de dossiers qu'on suit, l'enfant n'a plus d'activité, il arrive même qu'il soit déscolarisé, il n'a plus d'activité extrascolaire, et en termes de soins, il n'y a plus de suivi, puisqu'ils sont dans l'incapacité de pouvoir poursuivre. Et là où ils devraient pouvoir s'appuyer sur le parent, parce qu'ils sont censés collaborer avec le parent. C'est un terme qui revient souvent, ça, la collaboration. Encore faut-il savoir ce que veut dire cette collaboration. Et vraiment de mettre des projets en place en impliquant le parent dans le suivi et dans la vie de l'enfant. Ce n'est pas parce que l'enfant n'est plus dans son cadre familial que le parent n'a plus sa place. Or, quand il est plus dans le cadre familial sur cette partie du placement, il est complètement coupé. C'est l'enfant est complètement dans un autre monde. Et d'où l'importance de porter encore plus la parole et d'où mon engagement aussi par rapport à l'enfant, parce que l'enfant n'est pas entendu. Donc, excuse-moi, je t'ai coupé. Tu as oublié aussi l'emprise de l'autre parent, quoi. La manipulation aussi. Quand tu parles. Allô? Oui, tu peux développer. Ben, en fait, tu parlais, bon, parce qu'il y a l'éloignement, il y a tout ça, mais il y a aussi ce qu'on dit aux enfants du père. Enfin, alors, pour moi, c'est moi qui suis, c'est moi qui parle les enfants. Voilà. Il y a ce sujet-là aussi, quoi. Alors, est-ce que tu souhaites nous faire part de
de ton expérience à toi, puisque je peux pas l'évoquer de manière générale, Ah, puisque chaque situation oui, sera vraiment propre et sera vraiment individuelle. Donc, à la rigueur, oui, on peut l'évoquer par rapport à ta situation personnelle. oui, mais enfin, moi, non, non, mais je veux bien. J'ai mon amie qui est psy, hein, donc, donc je débat avec elle aussi. Hein. Non, non, il n'y a pas de souci. Moi, je pensais que c'était amener un débat à tous, mais si je me trompe peut-être, quoi. Non, excuse-moi. Non, du tout, Gilles. C'est comme chaque cas, il n'y a pas un seul modèle. D'accord. On est confronté à plusieurs modèles. Oui, mais l'emprise des mères, la manipulation des mères, des enfants vis-à-vis du père, enfin, là, bon, hein, 95% c'est ça. C'est beaucoup, c'est généralisé en fait. Hein. C'est pas un sujet particulier, quoi. Ce que je veux dire, quoi. La manipulation et la violence n'a pas de sexe. C'est très important de le dire, ça. Oui. Des papas sont confrontés à des situations qui sont dramatiques, des mamans sont confrontées à des situations dramatiques. Et je dirais que le fait de vouloir manipuler un enfant, le fait de lui causer du tort, le fait de lui dire des choses qui sont pas adaptées pour lui, n'ont rien à voir avec le fait je veux dire, tout enfant peut être confronté et il est important de pouvoir bien l'indiquer que ça peut être fait par une mère comme ça peut être fait par un père. Je veux dire, il n'y a Oui, pas de… d'accord, d'accord. Je n'ai pas à trouver les mots, mais je comprends bien. Je suis pas très bien. Une mère, un Mais père. bien sûr que… Mais dans mon je vois… cas, donc c'est pour ça au début je parlais de l'autre parent. L'autre parent essaie de me couper de la sphère des enfants, vous voyez. Par exemple, le prof principal de mon fils, il voulait pas me voir, soi-disant j'avais pas le droit, vous voyez. Et tout est comme ça. Tout est comme ça. Il faut que je me batte tous les jours. Voilà. C'est là où justement, c'est là où les services sociaux doivent avoir une place en toute objectivité, parce qu'ils doivent veiller à cela. Mmh. Quand l'enfant, voilà, j'entends votre réaction que malheureusement c'est pas fait, et je sais que dans beaucoup de dossiers c'est pas fait. Non, mais je suis pas suivi Mais par les services sociaux. Il y a personne. Hein. Il y a personne. Je suis pas suivi. Hein. Je suis pas. J'ai pas d'AMO. J'ai rien. Hein. Voilà. Je vois pas mes enfants, mais voilà. J'ai personne de services sociaux qui me suit. il n'y a pas de médiateur. J'ai tenté une médiation, elle a été refusée par l'autre parent. Et voilà, après, je ne sais pas qui pourrait m'aider, quoi. Ou qui pourrait aider d'autres parents, quoi. Ouais. J'essaye de généraliser. Généralement, une médiation, quand elle est demandée, c'est pas à l'autre parent de définir s'il la souhaite ou s'il la souhaite pas. Elle peut être exécutée ou par le juge. Ah oui, voilà. Donc c'était une médiation avant audience. Donc elle a refusé. Donc l'autre parent a refusé et donc j'attends l'audience. Voilà. Mais pour vous dire que en coupure de lien, tout est fait tout est construit pour vraiment m'isoler. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais ça démontre que cette coupure de lien va exister dans différents domaines. C'est qu'elle va exister lorsque les parents sont confrontés à une AMO, elle va exister lorsque les parents sont confrontés à un placement, et elles existent, et vous en êtes la preuve dans votre témoignage, lors d'une séparation et lors d'un conflit. Ce qu'on va appeler un conflit, forcément, quand les gens se séparent, c'est un conflit. Mais la séparation est censée apporter un apaisement à ce conflit. Simplement, vous vous retrouvez dans une situation où ce conflit est alimenté et parfois même généré par tierces personnes. Oui, bien sûr. Involontairement, peut-être, je l'espère. Non. Mais mine de rien, là où ça devrait apaiser, ça fait effet inverse. Et comme ça fait effet inverse, c'est ce qui fait ce déséquilibre complet. C'est ce qui fait que des parents vont se retrouver dans votre situation où automatiquement, il peut y avoir une instrumentalisation, il peut y avoir forcément un parti pris et une position de l'un des deux parents qui va faire que l'autre parent va subir, je dirais, les conséquences. Mais on en revient toujours au cœur du problème où c'est l'enfant. C'est l'enfant. Bien sûr, bien sûr. Je me bats pour mes enfants, moi, personnellement. Oui. Que ce soit généré dans une mesure, je dis, dans une mesure qui soit d'accompagnement, dans une mesure de placement ou dans une séparation, la première personne qui en est victime, c'est l'enfant. Alors qu'il a des droits.
Il a des droits. Simplement, Bien la sûr. plupart des enfants sont en âge, ils sont en âge de s'exprimer, hein. Il ne s'agit même pas qu'ils ne puissent pas s'exprimer. Ils sont en âge de s'exprimer, mais leur parole n'est pas libre et n'est pas entendue. Elle n'est pas entendue. Or, on a les moyens, on manque pas de moyens de faire en sorte que non seulement la parole elle puisse être entendue, mais qu'elle soit libre. Ce que j'appelle libre, c'est qu'elle ne soit pas influencée. Elle ne doit pas être influencée, ni par l'autre parent, ni par des éducateurs, ni par la justice, ni par qui que ce soit. Elle doit pouvoir être libre et on doit pouvoir se battre pour que la parole de l'enfant puisse être libre. Oui, c'est ça. Donc, une écoute par des professionnels de bon niveau. J'ai subi une enquêtrice sociale qui est venue me voir, qui avait des affirmations, c'est même pas des questions, à charge. Vous voyez, C'est souvent la problématique. 76 ans, voilà, 76 ans, oui, voilà, une personne qui avait une autre vision de notre temps, vous voyez. Donc, voilà. Elle se pose la question, est-ce que Enfin, c'est une question de méthodologie? Est-ce que c'est une question d'idéologie? Est-ce que c'est une question de conception? Est-ce que c'est une question d'expérience personnelle? Et c'est pour ça que j'insiste plus sur l'objectivité que la neutralité. Automatiquement, quand un sujet vous tient à cœur ou que quand vous avez de l'empathie, vous pouvez pas avoir la neutralité, c'est pas possible. Mais c'est pas ce qu'on demande, c'est pas ce qui est demandé. Une justice doit avoir une moralité. C'est important parce que sans moralité, on n'est plus humain. Donc, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit vraiment de pouvoir prendre des décisions et de pouvoir faire une observation en toute objectivité. Il y a un manque d'objectivité. Il y a vraiment un manque d'objectivité. Et vous le dites bien parce que quand vous dites qu'il y a eu l'enquête et que pour vous, elle vous a semblé partiale et qu'elle ne correspond pas, ça démontre qu'il y a un manque d'objectivité. Et ce qui serait intéressant, c'est qu'est-ce qui fait qu'il y a ce manque d'objectivité et que là, parce que j'ai entendu des personnes demander ou dire, oui, il est important que les personnes qui interviennent puissent être formées. Ça va au-delà de la formation. Et puis, il y a des formations qui ne sont pas, comment dire, moi j'ai vu dans des dossiers où les parents me disaient, les éducateurs ont des attitudes de psychologue, ont des attitudes de juge. Ce n'est pas un éducateur d'être psychologue, ce n'est pas un éducateur d'être juge, de prendre parti pris. Par contre, c'est que ce qui peut être intéressant et important, c'est que ces personnes qui interviennent, il faut qu'elles aient une supervision. Il faut qu'ils puissent avoir une cellule de contrôle et qu'elles aient une supervision. Parce qu'elles sont confrontées à des choses qui sont humaines, elles sont confrontées à des situations qui sont quand même pas évidentes à vivre, et ça demande une objectivité. Pour avoir une objectivité, ça demande un recul. Et pour avoir ce recul, ça demande de pouvoir avoir un travail personnel qui s'appelle des supervisions. Beaucoup de professionnels le font. Et peut-être une collégialité aussi, hein, je ne sais pas. Mais... Oui. C'est des choses que nous, on souhaite pouvoir porter dans ce sens. C'est important qu'ils puissent avoir de faire des propositions sur ce qui peut être collégial, sur ce qui peut être supervision, parce que l'humain est l'humain. Voilà. Donc, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Il y a quelque chose de constant, j'ai l'impression, moi, c'est que les gens ont besoin d'avoir une écoute et je pense qu'il y a un problème de communication entre tous les intervenants et quand j'entends même un truc assez fou des fois. Il y a des décisions qui sont prises simplement parce qu'il y a eu que des échanges par téléphone. Il n'y a pas eu de rencontres dans les endroits où sont normalement les enfants, le cadre de vie. Et puis, juste par téléphone, on va juger un parent, puis on va décider de placer l'enfant, et c'est assez expéditif, quoi. Et quand même, depuis que j'ai créé ce groupe Facebook et que je suis dans la liste, et déjà en 2019, c'était un peu comme ça, on sent les souffrances personnelles de chacun et la difficulté d'élargir le débat pour justement essayer d'aider tout le monde, quoi. Et c'est ça qui est difficile parce que on sent le besoin d'aide individuelle et pourtant, comme on est en train de faire une liste pour les européennes, on est obligé de voir plus large, quoi. Oui. Oui, bien sûr. Parce que chacun va raconter, mais il est important d'entendre aussi l'expérience de chacun, de pouvoir entendre ce que les gens
ont à poser. Et c'est là où ça demande d'avoir une ligne sur les propositions. Il y a ce que les gens peuvent vivre, ce qu'ils évoquent. Et puis, il y a aussi des choses qui existent déjà, hein, puisqu'il y a des lois qui sont là. Hein, et il y a des lois qui ne sont pas respectées. Beaucoup de lois qui ne sont pas respectées. Donc, c'est aussi il y a des... où... En plus, il y a des lois qui sont assez récentes, comme la loi Taquet, il y a la réflexion qu'il y a eu au sein de la Civis, et pour autant, bon, bah, ça n'a pas l'impression que ça bouge assez vite et qu'on peut éviter des situations qui normalement auraient dû être évitables, quoi. Il y a trop de souffrance dans ce qui fait qu'on est engagé, en fin de compte, pour se faire entendre au niveau des Européennes, quoi. Je vais répondre là. Il y a un commentaire, Olivier, qui met un enfant ne peut être entendu qu'à partir de 10-12 ans. Oui, avant c'était 12 et ça a changé, c'est passé à 10. Mais l'enfant, il peut être entendu même en dessous s'il est en capacité de discernement. Parce qu'il y a des enfants qui, à 7 ans, 8 ans, 9 ans, sont en capacité de discernement. Donc, il y a possibilité de faire une demande pour que l'enfant soit entendu, même s'il a moins de 10 ans, s'il est estimé en capacité de discernement. Oui. Sinon, il y a l'autre commentaire, la justice doit défendre les plus faibles, les enfants, c'est son devoir. C'est tout à fait la lignée de la liste qu'on a construite. Et en plus, je ne sais pas si c'est pas Olivier qui fait partie de la liste, qui s'est exprimé là. Donc, bah voilà, c'est le combat des papas et des mamans qui sont sur la liste, qui souvent ont vécu cette situation désagréable et qui ont décidé de se regrouper ensemble dans cette liste-là pour défendre les enfants. Parce qu'on nous fait tout le temps la morale, voilà, nous allons prendre des décisions de justice dans l'intérêt des enfants, et quand on voit la réalité, on se demande où c'est qu'on a raté un virage ou un chapitre. On voit ces enfants qui continuent de souffrir, malheureusement, des fois, ce que ça les mène en situation d'échec scolaire, ou comme tu disais tout à l'heure, Morgane, ils n'ont plus accès aux soins, ils n'ont plus accès à l'éducation, ils n'ont plus accès aux besoins essentiels de la vie, quoi. Oui, et ça, c'est très important de le dire parce que c'est des enfants qui, avant d'être placés, avaient tout ça. Ils avaient, hein. Donc, le placement, s'il arrive, ça veut dire qu'il doit être bénéfique. S'il arrive, ça veut dire que l'enfant est en danger et qu'il faut remédier à ce danger. Or, dans les retours qu'on a, c'est pas du tout ce qui se passe. Et là où nous voudrions aussi sensibiliser, c'est qu'on vit des situations par rapport à l'enfant, parce qu'on porte un projet qui va au-delà. Dans notre projet, oui, on parle du placement, des difficultés que les parents peuvent rencontrer, les paroles de l'enfant, mais c'est aussi de sensibiliser et qu'il y ait une conscience que ça peut arriver à tout le monde. C'est qu'on est en train de partir dans un système où l'enfant est en difficulté, l'enfant est en danger. On est vraiment on rentre dans une ère où les gens doivent prendre conscience, parce que je le vois, hein, je le vois que c'est un sujet où souvent, parce que les personnes me le disent, hein, les parents qui sont confrontés, que ce soit une AMO, un placement ou autre, ont vraiment cette sensation d'incompréhension. Et ils ont réellement cette sensation d'incompréhension. Alors, ils l'ont pourquoi? Pour différentes raisons. Ils l'ont parce que c'est un sujet qui est sensible. Donc oui, c'est un sujet qui est sensible. Donc c'est un sujet où les gens sont plutôt mal à l'aise. Donc, et comme ça les met mal à l'aise, c'est un sujet sur lequel ils vont pas. Ils ont le sentiment de ne pas être concernés, alors on a tous été enfants. Et on a tous quelque part un enfant. Si on n'est pas père, on est grand-père. Si on n'est pas grand-père, on est tante. Si on n'est pas tante, on est sœur. Et on a été soi-même un enfant. Un enfant est la base, mais cette base est aussi un avenir. Et l'enfant a ce besoin de pouvoir se construire dans la confiance, dans l'épanouissement, puisque c'est eux l'avenir. Les enfants, ce sont l'avenir. Et aujourd'hui, la question à se poser, c'est quel avenir on est en train d'offrir à nos enfants? Quel est véritablement leur avenir? On a une génération aujourd'hui qui arrive. Vous prenez les moins de 30 ans, beaucoup aujourd'hui ne veulent plus d'enfants. Beaucoup aujourd'hui vous disent, mais à quoi ça sert?
Quel avenir on va leur laisser? Regardez ce qui se passe. Regardez ce qu'on fait des enfants. Donc, il y a vraiment une problématique à soulever et qui touche tout le monde, qui touche vraiment tout le monde. Donc, c'est vraiment un sujet où je demande vraiment que les personnes soient impliquées, qu'elles soient confrontées ou pas, puisqu'elles sont pas à l'abri. Et on le voit de plus en plus, cette problématique. On le voit de plus en plus dans l'éducation de l'enfant. Voilà, dans l'éducation de l'enfant, on va le voir, à quoi l'enfant est confronté, à ce qui est en train de se passer sur plusieurs sujets et qui ne sont pas conformes, qui sont pas conformes au développement de l'enfant, qui sont pas conformes au respect de l'enfant, qui sont pas conformes à sa moralité. Donc, qu'est-ce qu'on souhaite, qu'est-ce qu'on veut comme enfant? Quel avenir nous souhaitons pour les enfants? C'est aussi un sujet, une question à se poser, quelle que soit la problématique et quelle que soit la situation de chacun. Oui, justement, j'ai vu que tu as fait une publication sur Facebook où tu élargissais un petit peu le thème sur les compétences des députés au niveau européen. Et donc, ça fait plus large que le thème de l'enfance. Nous, on a fait ce choix-là d'être centré sur un thème bien précis. Et je pense que si on veut offrir un avenir à nos enfants, il va y avoir des thèmes comme l'environnement, par exemple, ou comme justement éviter les guerres qui sont actuellement visibles à l'est de l'Europe, pardon, des choses comme ça. Donc c'est vrai que si on veut offrir un avenir à nos enfants, on a ce besoin de justice et ce besoin de leur offrir un cadre où il fait bon vivre pour leur bien-être quand ils seront devenus adultes et qu'ils prendront notre place. Et c'est vrai qu'on peut comprendre qu'ils perdent un peu espoir dans l'avenir. Donc notre combat s'élargira un petit peu sur ces thèmes-là aussi. Alors, je m'excuse, Gilles, je t'ai coupé un petit peu le son parce qu'il y a un retour micro, mais je vais te le remettre si tu veux t'exprimer. Et, et donc, vas-y, dis-nous un petit peu ce que tu en penses. Je ne veux pas retomber sur mon cas personnel, donc. Ouais, mais si tu voulais, justement, c'est la difficulté qu'on a tous un petit peu. Parce que quand on se lance en politique, c'est de se dire qu'on ne pense pas qu'à soi. Il va falloir penser, en fin de compte, à tous les enfants, et on va s'adresser à des potentiels électeurs et on dire qu'est-ce qui va les encourager à mettre un bulletin pour défendre les enfants, c'est-à-dire pour la liste où nous sommes, quoi. Tu vois ce que je veux dire? En fin de compte, on va dire. Mon discours va peut-être pas vous plaire, j'en sais rien. On peut parler peut-être d'égalité, d'égalité parentale, d'égalité homme-femme. Ouais. Et, oui. Donc là, pour ce qui est justice familiale, tout ce qui est familial, on n'est pas égalitaire, quoi. Et donc, ça va peut-être créer à force un schisme, j'en sais rien, mais peut-être qu'on parle de natalité, mais c'est peut-être un sujet. Ce problème de natalité, c'est peut-être lié aussi par ces problèmes de séparation et voilà quoi. Je sais pas comment m'exprimer, mais mais en fait, là, moi, j'en suis à. Alors, là, je me ramène à moi, mais autour de moi, maintenant, ils prennent conscience que, finalement, ils vont peut-être un jour perdre leurs enfants et être sans argent, quoi, être ruinés, quoi. Et ça risque de freiner peut-être le désir de natalité chez les hommes. Alors, je parle encore d'hommes, excusez-moi. Mais voilà, c'est peut-être un sujet, je ne sais pas. Dans le programme, on a l'idée de prévoir qu'on ait la garde alternée par défaut. Mais après, quand on parle avec différents interlocuteurs, il y en a qui me disent mais il faut pas mettre la garde alternée trop tôt parce que va y avoir des problèmes, par exemple, d'allaitement ou des choses comme ça. Et puis il y a le lien avec la mère dans les premières semaines ou dans les premiers mois. Et ce débat-là, il va falloir qu'on l'ait quand même parce que je dirais que il faut pas non plus que le lien soit coupé dans les premiers temps avec le père, parce que si ce lien est coupé, après, c'est difficile de le rétablir, quoi. Oui, ça s'appelle l'attachement, oui, bien sûr. Il faut créer de l'attachement dès le plus jeune âge. Là, madame, j'ai perdu ton prénom, psy. Marianne. Elle doit savoir quelque chose. Non, du tout. Non, c'est pas question. C'est que puisque le sujet est évoqué, donc il peut être intéressant de soulever ou débattre par rapport à la garde alternée.
c'est pas notamment, c'est pas tant le mode de garde qui fait l'attachement ou le lien. Ça, c'est important. Ensuite, on parle de l'enfant. Donc, comme on parle de l'enfant, on parle de ce que souhaite l'enfant. Ça, c'est aussi important de pouvoir l'entendre. La garde alternée, aujourd'hui, elle est quand même bien appliquée. Contrairement à ce qu'on croit, elle est très, très bien appliquée et largement de plus en plus appliquée. Elle est moins dans certains cas particuliers, mais elle est de plus en plus appliquée. Ensuite, la garde alternée, chacun va avoir une position complètement différente par rapport à la garde alternée. Donc, par rapport à l'enfant, c'est pas la meilleure solution pour l'enfant. C'est une bonne gestion pour les parents, mais c'est pas la meilleure solution pour l'enfant. Donc, je vais juste vous donner quelques cas d'expérience. Hein. Voilà, c'est vraiment... Et on a pu le constater. Il y a des enfants qui ont été mis en garde alternée vers l'âge de 4 ans. Quand ils sont arrivés vers l'âge de 9-10 ans, ils ont évoqué que c'était lourd à porter pour eux. Ils le disent clairement. Ils disent que c'est lourd à porter parce que de changer de maison toutes les semaines, c'est compliqué pour eux. C'est très compliqué. Donc c'est là où on en revient toujours au fait que il y a un sujet, ok, je l'entends qu'il est important pour un parent de vouloir conserver les liens et de se dire il est important que je puisse voir régulièrement mon enfant, mais le lien, ça se joue dans la qualité du lien. Ça se joue dans la qualité. Et vous allez le voir chez des parents, par exemple, qui n'ont pas été présents pour différentes raisons. Hein. Je prends un couple lambda. Je prends un couple lambda où vous avez l'un des deux qui travaille un peu plus ou qui a des déplacements ou autres. L'enfant ne va pas ressentir d'absence. Donc, c'est pas tant en termes de temps, c'est en termes de qualité. C'est pas le temps, c'est la qualité. Mais pour avoir la qualité, il faut pouvoir avoir les moyens et qu'on puisse donner les moyens aux parents d'avoir cette qualité. Et ça, c'est important. Parce qu'un enfant qui se retrouve en garde alternée chez les deux parents, mais que le parent ne peut pas autant profiter de lui parce qu'il travaille et qu'il le fait récupérer par quelqu'un d'autre, quel est le sens? Quel est le sens de cette garde alternée? Il faut vraiment que la garde, elle soit adaptée aussi à l'enfant. On en revient toujours à l'enfant. On demande la parole de l'enfant. Et quand l'enfant exprime des choses, il n'est pas entendu. Alors pourquoi lui demander son avis? Pourquoi lui demander? Donc oui, il y a ce que souhaite le parent, mais je pense qu'il y a vraiment cette cohésion qui doit se faire entre le lien du parent et de l'enfant et de privilégier la qualité par rapport à la quantité. Ça, c'est impératif. Et vraiment, je vais vous donner... Il faut prendre conscience aussi d'une chose. Qui dit garde alternée, ça veut dire que vous devez vivre dans la même commune. Parce que l'enfant, vous n'allez pas le mettre dans deux villes différentes pour l'école. Donc, ça demande un minimum de respect. Ça ne demande pas que les parents qui se sont séparés doivent s'entendre ou doivent faire du copinage. Ça demande vraiment qu'il y ait du respect et ça demande d'avoir la même ligne par rapport à l'enfant. Est-ce que ça, c'est des choses qui sont envisageables pour certains? Je ne pense pas. Certains y arrivent, d'autres pas. Si vous décidez de partir ailleurs, vous êtes dans une autre commune, comment vous voulez pratiquer la garde alternée? La garde alternée demande que, puisque le sujet principal est l'enfant, s'il a une activité, il faut qu'il puisse avoir son activité et il faut qu'il puisse l'avoir de façon régulière. Si l'enfant est dans deux communes différentes, dans deux villes différentes, comment vous voulez qu'il ait accès? C'est pour ça que il y a rien n'est idéal, on va être clair. Rien n'est idéal. C'est que quoi qu'on décide, mais la vie est comme ça. Quoi qu'on décide, rien n'est idéal. Par contre, on peut limiter les dégâts et on peut faire en sorte d'apporter le maximum de stabilité et d'équilibre pour l'enfant. C'est ça que les parents doivent entendre, c'est que oui, à un moment c'est compliqué, à un moment ils se séparent, mais les gens qui interviennent autour sont là pour plutôt apaiser et pas l'inverse. Or, malheureusement, aujourd'hui, dans les cas que je peux voir, les intervenants extérieurs, ça ne fait que alimenter. Ça ne fait que alimenter. Ça n'apaise pas du tout. Donc, ça complique la situation. Et c'est l'enfant qui, à la fin, craint. Moi, je ne suis pas d'accord. Vous avez... Moi, je ne suis pas d'accord du tout. Mais c'est ce que j'ai... Tenez bien compte de ce que j'ai dit. Hein. J'ai parlé des possibilités et de ce que le parent est prêt à faire. Si vous, en tant que parent, vous êtes en capacité d'être dans la même commune et de pouvoir gérer au même titre... Mais bien sûr, c'est le cas, ils veulent partir, mais
l'autre parent, comment dire, elle part, il y a de l'éloignement géographique, elle est généreux, et puis au revoir. La garde alternée, on ne peut plus la faire, quoi. Dans le meilleur des mondes, très bien, on peut bâtir quelque chose autour d'une garde alternée, tout se passera bien. Mais il y a beaucoup de conflits, quoi. Enfin, moi, je le vis comme ça, quoi. Donc, je ne suis pas d'accord, quoi. Au départ, moi, les enfants, ils voulaient venir. Enfin, ils voulaient, tout se passait bien. Tu voudras la garde alternée? Oui, bien sûr, une semaine chez papa, une semaine chez maman. Et au fil des mois, et bien, hop, ils ne me répondent plus. Et après, ils disent l'inverse. Mais ça, c'est l'emprise de l'autre parent. Et s'il n'y a pas la garde alternée, on ne pourra pas donner nos valeurs, on ne pourra pas participer à leur épanouissement, on ne pourra pas les voir grandir. Et chaque fois qu'ils venaient chez moi, ma fille, elle me surinvestissait, on faisait plein de choses, c'était de qualité, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas une journée tous les 15 jours. Voilà, c'est pour ça que je ne suis pas d'accord. Mais vous n'êtes pas d'accord dans quoi? Pour dire que la garde alternée, ce n'est pas forcément la solution, qu'il faut privilégier la qualité. C'est pas ce que j'ai dit, moi. C'est pas ce que j'ai dit. Moi, je dis qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise méthode. C'est ça que je suis en train de dire. Je dis que ce qui convient à l'autre ne peut pas convenir à ce qui convient à l'un ne convient pas forcément à l'autre. Les demandes doivent être en cohérence avec l'investissement. Je dis que pour une garde alternée, ça demande que les deux parents, ce que je dis, c'est juste une question de bon sens, hein, ça demande que les deux parents, forcément, soient dans la même ville. Ou en tout cas dans une proximité qui permette que l'enfant puisse fréquenter la même école, que l'enfant puisse continuer à avoir ses activités, que ce soit pas une charge pour l'enfant. Il ne faut pas que ce soit une charge supplémentaire pour l'enfant. C'est bien qu'il n'y a pas conflit, mais quand il y a conflit créé par l'autre parent, moi, l'autre parent m'a changé d'école. Pourquoi? Parce que la maîtresse s'était rendue compte qu'elle disait du mal de moi tout le temps, et elle s'était rendue compte que c'était faux, vous voyez? Donc, elle a changé d'école. Et elles écartent, elles m'éloignent des enfants, vous voyez. Donc, si la justice n'impose pas la garde alternée, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. C'est pour ça que à ce niveau-là, la justice a son rôle à jouer. Et quand je dis la justice, dans ce cadre-là, tout ce qui va concerner l'enfant et les modalités de l'enfant, les modalités de garde, c'est le juge aux affaires familiales. Mmh. Oui, ça demande que les choses soient actées. Et ça, c'est d'autant plus important lorsque il y a un conflit, quelle que soit la raison du conflit. Oui. Lorsqu'il y a un conflit, qu'est-ce qui va apaiser le conflit? Ce qui va apaiser le conflit, c'est un cadre. C'est ça qui apaise le conflit. Bien sûr. Quand il y a un cadre, si ce cadre n'est pas mis en place, vous donnez cette possibilité que le conflit qui aurait pu s'apaiser et qui aurait pu quelque part devenir même inexistant, parce que quand les gens se séparent, ils se séparent justement parce qu'il y a un conflit. Donc quand ils se séparent, ça devrait résoudre le conflit. Moi, je ne veux pas parler de mon cas personnel, mais c'est vraiment particulier mon cas. Donc voilà, quoi. Donc je veux bien parler en général. Vous avez sûrement raison, mais pour moi, c'est dur à entendre. Donc, tous les cas, quelque part, sont particuliers. Que ce soit acté, mais il y a eu des faux témoignages. Des médecins de la famille, ils ont fait des faux témoignages contre moi. Ils ont été condamnés, ces gens-là. Il y a eu plusieurs faux témoignages. Des personnes ont été condamnées et je ne vois toujours pas mes enfants, vous voyez. En face de moi, je parle de mon cas parce que j'ai la famille la plus riche de France, vous voyez. Donc, comment me battre? Mon ex a été abusé par son grand-père. Je ne peux pas me battre. Voilà. Excusez-moi, je pars de mon cas, mais c'est pour essayer de contrebalancer vos dires. Mais il y a toujours. Vous n'avez pas à vous excuser, Gilles. Pardon? Votre cas est pas. Vous n'avez pas à vous excuser. Croyez-moi que votre cas n'est pas unique. Simplement, les gens, quand ils vivent une situation, ils sont persuadés d'être seuls. Je vous garantis que vous ne l'êtes pas. Ça, je vous le garantis. Voilà. Donc, vous n'avez pas à vous excuser. Mais si, parce que ça déborde un peu. Mais je veux dire. Pour ça que. Oui. C'est pour ça qu'on en vient, et c'est ce qu'on a dit. On veut porter le fait aussi que les lois qui existent soient appliquées. Vous vous retrouvez dans cette situation parce que les lois ne sont pas appliquées. Bien sûr. Bien sûr. Donc, ça fait partie de notre projet de faire en sorte que les lois soient appliquées. On a des lois qui sont très bien. Elles ne sont pas appliquées. Si les lois étaient appliquées, ça résoudrait beaucoup de problèmes. Donc, le droit de l'enfant n'est pas respecté. Le droit du parent n'est pas respecté. Et on en arrive à ce que le droit humain n'est pas respecté. Ensuite, chacun va avoir des avis différents par rapport à des situations. Moi, je ne vous dis pas que la garde alternée, elle est bien ou elle n'est pas bien.
Je vous dis simplement ce qu'elle engendre et ce qu'elle demande. Oui, oui. Je dis pas que qui je suis, j'ai pas à dire, Oui, j'ai oui. pas à me dire c'est bien Mais ou ça, c'est pas bien. on en Je est dis conscient, hein, je garde dis ce qu'elle partagée, il engendre. faut l'école à proximité, il faut le logement à proximité, on est tous conscients de ça, et puis il faut un investissement des deux parents. Enfin, je veux dire, c'est une évidence, quoi. Effectivement, la justice, si elle impose la garde partagée à un parent qui en a que faire, c'est sûr que ça pose problème aussi. Mais voilà, il faudrait trouver une solution pour quand même, voilà, on redresse cette situation de garde partagée qui soit un peu plus, voilà. Mais vous Pourcentage. avez beaucoup de personnes qui sont Oui. dans ce cas. Vous en avez Pardon? d'autres. Vous avez d'autres parents qui sont dans ce cas. Vous avez d'autres Ah, parents qui sont dans ce cas. j'entends mal là, mais bon. Je dis vous avez d'autres parents qui se retrouvent dans ce cas de figure. Vous Oui. en avez. Oui. Il y en a plusieurs, mais il faut que les choses soient actées. Moi, je dis plus actées parce que oui, ça demande au juge de prendre une décision, mais la décision, une fois que les choses sont actées, ils sont actés. Mais oui, mais les juges, en fait, ça devrait être, la justice dans la justice familiale, ça devrait fonctionner comme dans le pénal, ou je sais pas, je suis pas juriste, mais à un moment donné, les faux témoignages, il ne faut plus qu'il y en ait, quoi. Il faudrait qu'il y ait une enquête policière, il faudrait que il y aurait des preuves soient prises en compte, etc. Là, j'en avais. Enfin, vous voyez, c'est que des on-dit et des manipulations, et voilà. Et en face de nous, on a, voilà, quoi. On a des juges. J'ai rencontré que des personnels féminins. Donc, après, moi, je mets en doute la probité des gens, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je me suis fait battu. Voilà. Donc, effectivement, la justice acte, mais il faudrait qu'elle acte sur vraiment des choses, vraiment, comment dire, des preuves quantifiées, etc., quoi. Pas que sur des on-dit. Voilà. À un moment, les gens, faut les mettre face à la responsabilité. Bien sûr que les gens Ouais, ont le oui, mais... droit, ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent, mais c'est pas parce qu'ils pensent ce qu'ils veulent qu'ils ont le droit de pouvoir l'écrire ou de pouvoir l'exprimer. Vous n'êtes pas le premier à exprimer de faux témoignages. Vous n'êtes pas le premier. Ben oui, Beaucoup, ben les oui. gens l'expriment sur le fait qu'il y ait des personnes qui ont fait plus que prendre parti pris. Ils ont exprimé des choses qui sont fausses. Mais à un moment, ces personnes, il va falloir qu'elles rendent des comptes. Ah ben, vous savez, c'est pareil, hein. J'ai porté plainte pour d'autres témoignages et avec des preuves et tout ça. Et ça fait 8 mois que j'attends les réponses du procureur. Donc, vous voyez, et pendant ce temps, mes enfants, je ne les vois toujours pas. Donc, et j'ai réussi à faire condamner un médecin, vous voyez. Donc, la justice, je ne sais pas ce qu'elle fout, quoi. Et pendant ce temps, mes Personne enfants, ils n'est s'éloignent. loi. Voilà. Alors que s'il y avait la garde partagée dès le départ, eh bien, il y aurait moins de problèmes, je vous assure. Parce que mes enfants, ils m'aiment, quoi. Voilà. Alors, je parle encore de moi, mais voilà, on peut généraliser. Excusez-moi. Non, 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 mais vous n'avez pas à vous excuser. Je vous dis qu'au contraire, le fait que vous puissiez exprimer et parler de votre expérience, beaucoup de Ouais. gens vont se retrouver dans la même. Beaucoup de personnes vont se retrouver dans la même. C'est dans ce sens-là où je dis qu'il y a plusieurs modèles, mais c'est pas parce qu'il y a plusieurs modèles qu'il faut pas évoquer les modèles. C'est complexe parce que vous avez vraiment plusieurs modèles, hein. Il y a vraiment de tout. Ben oui, bien C'est sûr. vrai. Il y a Oui, des oui, gens qui vont appliquer la garde partagée, ça se passe bien. D'autres, c'est pas leur cas. D'autres qui vont demander la oui. garde partagée et qui l'ont pas. D'autres qui la veulent pas et qui se retrouvent avec. Ouais. Oui, oui. Je veux dire, c'est vraiment aléatoire, Vous hein. voyez, j'ai anticipé ma retraite pour pouvoir prouver au juge que je pouvais recevoir mes enfants, vous voyez. Il n'en avait que faire, quoi. Il n'en avait que faire. Et il a doublé la pension. Pourquoi il a doublé la Oui. pension? Alors que je lui ai dit que j'étais à la retraite, je ne sais pas. Le Mais précaire, c'est pas mes enfants, c'est moi, vous voyez. vous entendez ce que vous dites, c'est quand même fort. C'est quand même fort. Et c'est là où ça déclenche une souffrance humaine qui Bien est sûr. considérable. Quand vous Bien dites, sûr. vous devez prouver. Vous devez Oui, prouver que vous êtes un bon parent. oui, c'est ça. Voilà où on C'est en ça. arrive. Voilà où on en arrive. Et voilà ce à quoi les gens sont de plus en plus confrontés. Quand je dis que ça implique tout le monde et que ça concerne tout le monde, c'est on en arrive là. Les gens vont devoir prouver. Mais prouver quoi? Il y a la loi et il y a l'humanité. C'est deux choses complètement différentes. C'est que ce que vous faites vous en tant que personne.
C'est quand j'entends des personnes évoquer, justement, vous l'avez évoqué par rapport à une enquête sociale, il y a des personnes qui ont des placements qui vont l'évoquer par rapport aux services sociaux, d'autres sur des AMO, et qui sont constamment jugés. Mais nous, on est censé rester sur du factuel. Que la personne, elle vous plaise pas, qu'elle soit belle, qu'elle soit pas belle, que vous la trouvez grande ou petite, mais peu importe. Peu importe. Et on arrive sur du jugement humain. Et là, c'est dramatique. Parce que à quoi il est résolu l'humain? À quoi il est résolu? Et là, c'est vraiment dramatique. Et c'est un mélange des genres. C'est un mélange des genres. Sur quoi on se base? Sur quoi on se base pour savoir si une personne elle a les compétences ou pas pour être parent? Sur quoi on se base? On a une grille, sur quoi on se base? Il y a des témoignages aussi, enfin, j'en sais rien. En face, il n'y a eu que des on-dit, et moi, j'ai ses propres amis qui ont fait des témoignages pour moi. Vous vous rendez compte, quoi. Des médecins pour moi. Ils n'ont pas été entendus. Après, c'est que de la bonne foi, c'est que, oui, vous parlez sur quels critères on peut juger. Il y a des documents qui ne sont pas pris en compte, et il y en a d'autres qui sont pris en compte, on ne sait pas pourquoi. C'est là où ça va vous demander, à vous et d'autres personnes qui vivent la même situation, ça demande vraiment de prendre un recul. Ça demande de prendre un recul parce que vous allez être, vous l'exprimez, vous allez être concrètement attaqué sur ce que vous êtes, qui vous êtes, mais quel est le rapport? Quel est le rapport? Quel est le rapport? Si c'est la justice qui intervient, qu'est-ce qu'elles disent les lois? Qu'est-ce qu'elles disent? Elles vous disent quoi? En termes de l'enfant, qu'est-ce que dit la loi? On parle de l'autorité parentale ou d'exercice parental. Qu'est-ce qu'elle dit la loi? Que l'enfant, il soit en sécurité, dans la santé, dans la moralité, dans le matériel. Donc, à un moment, c'est de pouvoir aussi ramener à ça. La plupart des parents que j'entends parler, c'est pas des parents qui manquent de compétences ou qui sont défaillants. On se base sur quoi? Quelle est la grille qui détermine si un parent il est bon ou il n'est pas bon? Vous prenez d'autres pays, les cultures sont complètement différentes. Vous prenez les pays du Nord, l'éducation des enfants est complètement différente. Oui, bien sûr. Donc, quelle culture, qu'est-ce qu'on veut vraiment donner aux enfants? Et quelle ligne? Est-ce qu'il faut prendre une ligne commune par rapport aux enfants? Il y a une base. Ensuite, ce que vous apprenez à vos enfants ou les valeurs que vous leur donnez, ça appartient aux parents. Ça appartient aux parents. L'enfant, le sens de l'enfant, c'est de l'accompagner, de le faire grandir, de le respecter. Et là, le sens. Il n'est pas de savoir si vous avez porté une chemise bleue ou verte. Peu importe ça. Peu importe. Les gens sont stabilisés parce qu'ils sont attaqués personnellement. Et il faut sortir de ça. Il faut revenir sur du factuel, sur du vrai. Il faut revenir sur du vrai. Ben oui, je suis d'accord. Enfin, ce que vous voulez dire, c'est que on ne devrait pas avoir à prouver qu'on est un bon parent. À la limite, ce sera la justice si jamais elle nous reproche de ne pas bien nous occuper, de nous prouver qu'on est un mauvais parent. Mais justement, sur quels critères? Parce que la plupart des histoires, il va y avoir quand même de la violence. Et il va falloir la prouver. Après, il y a le risque de faux témoignages. Donc souvent, c'est parole contre parole. Et en fait, ce qui devrait arriver au départ, c'est ne jamais rompre le lien entre l'enfant et le parent. On devrait en quelque sorte être présumé innocent dès le départ et ne pas avoir à subir des décisions de justice assez incroyables. Moi, je vois, j'ai risqué de perdre un peu de temps de visite et de garde de mes enfants parce que j'ai fait un travail où j'ai des horaires atypiques. Donc, le jugement que j'avais du tribunal, vous avez des horaires atypiques, donc vous êtes un mauvais parent. Là, je trouve que c'est quand même expéditif, quoi. Donc, c'est vrai qu'on devrait d'abord commencer par dire ne pas rompre le lien entre l'enfant et le parent. Et après, si vraiment il y a des risques, pourquoi pas, mais c'est des fois, il y a des décisions qui sont quand même assez extraordinaires. Tout à fait, oui. Oui, ça on peut le constater. Et la base, c'est de conserver.
C'est de conserver le maintien du lien. Et ce que tu disais, effectivement, c'est que le principe de précaution n'est pas appliqué, ou quand il est appliqué dans un sens et pas dans un autre. Alors que le maintien du lien est très important et fait partie des obligations du parent. Et pour autant, il va être coupé des intervenants. Bien sûr. Mais je dirais que quand vous avez compris que quoi que le parent puisse faire, ça n'ira pas, à partir de là, c'est que je pense que les gens doivent faire ce qui leur semble juste. Parce que, vous voyez, quand vous avez un parent qui va évoquer, ou on va lui reprocher de faire tel horaire, et bien l'autre parent, ça va être l'inverse. Je l'ai vu dans des dossiers. C'est tout et son contraire. C'est tout et son contraire. Ça capte mal, là. Ce qui est reproché à l'un, de l'autre côté, il est reproché dans le sens inverse. Et c'est constamment comme ça. Eh oui. Oui. Ah oui, moi, dans les dossiers que j'ai pu voir, et c'est là où vous dites, il y a un questionnement. Il y a un questionnement. Je prends un exemple. Il y a un dossier où, pour autant, la maman travaille que 80%. Hein. Elle ne travaille pas à 100%. Elle a un suivi. Elle n'a pas de placement. Elle a une AMO. Il va lui être reproché de travailler. Limite de trop travailler. Ah oui. Une maman sera plus disponible, il va lui être reproché de ne pas travailler. Voilà. Donc tout est reprochable, quoi. Et on ne pense pas au lien entre l'enfant et le parent. Non, c'est pour ça que c'est vraiment ça, les personnes qui vivent les situations doivent l'entendre. Quoi qu'elles fassent, de toute façon, ça leur sera reproché. Donc, elles doivent faire ce qui est juste pour elles et ce qui est fondamental. Votre enfant, vous le scolarisez, je veux dire, vous en occupez, il est en sécurité, vous lui apportez les bases, et ben voilà. Qu'ensuite, vous décidez, je ne sais pas, vous préférez la couleur bleue à la couleur jaune, mais ça ne regarde personne. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on va vous dire, vous avez mis un jogging jaune à votre enfant. Ah non, ça ne va pas, vous êtes un mauvais papa. Et puis, ce que vous allez faire, c'est que le jour d'après, vous allez lui mettre un bleu. Et là, on va vous dire, mais c'est plus catastrophique, mais vous êtes un très mauvais papa, vous avez mis un jogging bleu. Quand ça, vous l'avez compris, vous avez tout compris. Du moins, vous avez tout compris. Vous avez compris qu'il faut faire ce qui vous semble juste. Et vraiment revenir sur la base. Parce qu'autrement, on vous emmène sur un terrain qui est complètement... Vous partez sur d'autres choses. Vous l'avez dit tout à l'heure, Gilles. Vous devez prouver. Vous devez prouver. En quoi vous devez prouver quoi? En quoi vous devez prouver? En quoi? Dans quel sens? Vos enfants, vous pouvez les accueillir. Vous êtes en capacité de les emmener à l'école. Vous êtes disponible pour vos enfants. Ton micro est coupé, Gilles. Je sais pas moi qui l'ai coupé, mais je sais pas. C'est moi. Excusez-moi. Ok. Je dis, d'accord. Les juges, voilà. Les juges ont leurs convictions qui sont faites sur, je sais pas moi, par rapport à leur vécu, où ils ont entendu un mot dans la conversation, j'en sais rien. Enfin, ils ont leurs convictions. Et après, ils vont toujours justifier n'importe quoi pour vous accabler, quoi. Et ils reviendront jamais sur leurs décisions. Voilà. Les juges se basent sur ce qu'ils ont comme information. Ben oui, mais c'est des personnes qui sont recrutées, qui sont intelligentes. Il faudrait qu'elles fassent, qu'elles trient les informations et qu'elles mettent, comment dire, qu'elles jugent, quoi. Oui. Qu'elles fassent le pour et le contre. Le pour et le contre. Enfin, et moi, je tombais sur des personnes qui vraiment. Ils le font par rapport aux informations qu'ils ont. C'est pas à eux d'aller enquêter, c'est pas à eux d'aller vérifier si c'est vrai ou si c'est faux. C'est là où il faudrait peut-être avoir des enquêtes. Vous voyez, les faux témoignages, c'est moi qui ai enquêté, qui est allé faire, comment dire, qui a apporté les preuves et ces personnes ont été condamnées. C'est moi. Mais après, en appel, les juges, ils changent pas, ils changent pas de décision. Ça part de trop loin, je sais pas. Je sais pas. Enfin, mon cas est spécifique. Hein. Je parle encore sur mon cas parce que j'ai un état en face de moi. Donc, voilà. Oui, mais il faut des exemples. C'est important d'avoir des exemples, justement. J'ai une famille très, très, très riche, ex-belle famille, ultra-catholique, décrit dans les magazines comme sectaire. Il y a eu de la pédophilie et moi, je suis au milieu de là-dedans, quoi. Voilà, je me bats. Et
on m'a pris mes enfants pour les élever à leur façon. On m'a dit que je n'étais pas de leurs conditions, etc., etc. Voilà, voilà. Et les juges, ils ne comprennent pas ça. Voilà. Moi, j'ai tout dit. Excusez-moi, il fallait que je vide mon sac. Non, mais c'est au contraire, c'est très intéressant. Je suppose que vous avez les personnes qui vous entourent pour pouvoir vous accompagner, que ce soit Oui, bien sûr, heureusement, bien sûr. C'est très important. J'ai tous mes amis, j'ai ma famille, vous voyez. Je ne suis pas l'abominable homme, personne que vient d'écrire mon ex-compagne. J'ai fait du bénévolat dans le milieu sportif, entraîneur, arbitre, skipper, bénévole. Voilà, toute ma vie était dirigée vers les personnes, quoi, vous voyez. Je pense avoir fait des preuves quand même de moralité, quoi. Mais bon, je suis tombé sur la mauvaise personne et sur la mauvaise famille. Voilà. Alors, mais c'est là où vous voyez que le fonctionnement arrive à faire douter. On l'entend dans votre discours. Oui, et c'est là où ça demande... sûr. Oui. Bien sûr. J'ai dit, j'ai raté quoi? Alors que, voilà, j'ai tout donné pour ma famille. J'ai bossé dur, j'ai construit ma maison moi-même. Je m'occupais de mes enfants parce que mon ex travaillait de nuit. Vous voyez, j'ai tout fait, quoi. Mais j'ai raté quoi? Je ne sais pas. Voilà. Qu'est-ce qui vous fait penser que c'est vous qui avez raté quelque chose? Non, c'est pas moi, mais j'essaie de comprendre pourquoi j'en suis là, quoi. Et pourquoi tant d'autres pères sont dans mon cas et en sont là aussi, quoi. Voilà. Parce que dans des situations comme ça, malheureusement, dans des situations comme ça, et c'est triste, mais c'est une réalité, et vous le vivez, tous les coups sont permis. C'est ça. Et pour forcément, pour l'individu normalement constitué, il va pas comprendre. Il va pas comprendre et il va se dire non mais il y a ça qui va pas, mais je comprends pas qu'on le réagisse pas, je comprends pas qu'on le voit pas, je comprends pas qu'on se rend pas compte que c'est des conneries, je comprends pas qu'on se rend pas compte là que la personne a menti, que c'est un faux témoignage, que c'est ci, que c'est ça. Ouais. Et puis les juges reçoivent les dossiers et ils ont énormément de dossiers, donc ils se basent sur ce qu'ils reçoivent. Bien sûr. Et c'est vrai que ça demande et vous l'avez très bien fait, puisqu'il y a des choses que vous n'avez pas laissé passer. Oui, bien sûr. Tous les papas, tous les parents le savent, qui sont dans mon cas. C'est du travail nuit et jour, quoi. Voilà. Après, ce qui peut être intéressant, c'est que comme on fait un live, c'est du direct et qu'il puisse être entendu, c'est d'en profiter pour alerter par rapport à ça. Et de dire aux personnes d'être vigilantes et qu'elles réalisent le tort qu'elles peuvent causer en voulant prendre une position qui n'est pas la leur et qu'elles ne doivent pas prendre. Parce qu'elles finissent par oublier qu'il s'agit d'enfants et que c'est des enfants qui finissent par trinquer. Donc, il y a des gens qui vont faire des choses juste pour faire plaisir. Et il y a des gens qui vont faire des faux témoignages pour faire plaisir. Mais je te soutiens. Non, ils ne sont pas en train de faire un match. Là, ce n'est pas une compétition. Donc, effectivement, s'il y a quelque chose sur lequel il faut alerter, c'est que les personnes qui font ça, c'est qu'il faut qu'elles en aient conscience et que là-dessus, elles soient vigilantes par rapport à ce qu'elles font. Et que ça a des conséquences. Parce que souvent, les gens le font et ils ne réalisent pas les conséquences. Bien sûr, il y a peut-être des informations à donner par rapport à ça. Alors après, il y a les pervers narcissiques, et les pervers narcissiques, les informations, tout ce qu'on peut leur dire, ils n'en ont rien à faire. Ça, après, c'est un autre sujet. Et je dirais que, voilà, même les gens ne l'emploient pas en termes de justice parce que c'est très compliqué. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais tout simplement que c'est compliqué, que ce n'est pas quelque chose qui peut être nommé comme ça. Et avant même d'arriver jusqu'à ce niveau-là, juste le fait que les gens soient mal intentionnés, ça a des conséquences. Il n'y a pas besoin d'aller si loin. Oui, juste parce que les gens sont mal intentionnés, ça a des conséquences. Il suffit qu'une personne, elle vous aime pas, ça a des conséquences. Simplement, les gens doivent comprendre qu'il ne s'agit pas d'eux, qu'il ne s'agit pas de l'autre. Parce que c'est les enfants qui en subissent les conséquences. C'est là où les gens doivent vraiment tenir compte de ça. Parce que oui, vous avez des parents qui se prennent des attestations ados qui sont mensongères parce que la personne, tout simplement, ne les aime pas. Et bien, quand vous n'aimez pas quelqu'un, vous ne le fréquentez pas. Autrement, vous allez lui dire si vous êtes courageux. Mais vous ne faites pas des attestations qui vont porter préjudice et que de toute manière, tout ce qui est inversé
un jour ou l'autre, se remettra à sa place. Donc, les gens, s'ils n'ont pas de conscience, c'est la conscience qui viendra à eux. Mais, Donc oui, il faut sensibiliser par rapport à ça et que certaines personnes soient vigilantes. Il faut qu'elles soient vigilantes et qu'elles prennent conscience des conséquences que ça peut engendrer. Bien sûr, bien sûr. Et Du mal qui peut se faire. bien sûr. C'est les enfants qui finissent par trinquer. Hein. Ils ont rendu service aux parents, mais non, on ne fait pas les choses pour rendre service. Les choses Par qu'on exemple, fait, des personnes, j'ai appris que mon ex avait demandé des faux témoignages et elle vient de me le dire. Elle me dit, bon, mais tu peux me faire un témoignage comme quoi elle t'a demandé un faux témoignage? Mais non, ça reste ma copine. Voilà, vous voyez, 2 personnes comme ça. Et ben c'est sur cela qu'il faut agir. Ah ben oui, mais bon, après je ne veux pas être accusé d'harcèlement. Vous voyez ce que c'est compliqué. Mais non, la loi vous permet de porter plainte quand quelqu'un fait un faux témoignage. Oui, ben oui. Ah, mais j'en ai fait. Hein. J'ai fait, mais pour l'ex-belle-sœur qui était médecin. Hein. Elle était condamnée par la chambre des disciplines de l'ordre des médecins. Hein. Ben, vous voyez, ça a porté ses fruits. Oui, mais au niveau de l'appel, ils en avaient que faire. Elle a retiré sa plainte, son témoignage juste avant, et le fait qu'elle soit condamnée, ça n'a pas eu d'effet. Et pareil pour le psychologue de mon fils. Elle a retiré son témoignage. Et donc, en fin de compte, si je comprends bien, c'est que ces témoignages vous ont causé du tort sur le fait de pouvoir avoir vos enfants tels que vous auriez souhaité. C'est ça? Excusez-moi, vous pouvez répéter, ça a été haché. Est-ce que ces témoignages ont eu une incidence sur vos demandes par rapport à vos enfants? Je n'ai pas tout compris, mais je crois avoir. Enfin, j'ai compris le sens peut-être. Oui, en fait, c'était les 2 plus gros témoignages qui ont fait que j'ai perdu mes enfants. Oui. Je ne sais pas si c'est la question. Oui, c'est ma question parce que vous dites que ces témoignages ont eu un impact. Ces témoignages, vous avez pu démontrer qu'ils étaient faux. Oui, c'est des professionnels, donc c'était les plus grands, c'était le plus important. Oui, donc ce qui a influencé et qu'à un moment vous pouvez démontrer qu'il est faux est censé régulariser une situation. Oui, mais à l'appel, j'ai amené un dossier dans ce sens et il n'y a pas eu de. Tout était détourné, tout ce que j'apportais comme preuve était détourné contre moi. Il y avait toujours mais ces témoignages ils sont trop vieux. C'est ci, ça c'est là. C'était affolant, tout était à charge en fait. C'est pour ça que j'en veux à la justice quoi. C'est affolant quoi. C'est affolant. C'est là où on voit que c'est décompartimenté et que ça pose cette difficulté qu'il y a un manque de moyens. Il y a un manque de moyens. Alors d'un côté, il y a un manque de moyens qui est considérable, et de l'autre côté, la justice est utilisée de façon, je dirais, d'instrumentalisation. Parce que quand la justice doit gérer des dossiers qu'il n'y a pas lieu de gérer, elle perd du temps. Elle perd, je veux dire, ça a un coût. Et ce coût-là, et cet investissement qu'elle perd, elle ne peut pas le mettre dans des dossiers qui sont vraiment beaucoup plus importants. Donc, la justice le dit elle-même qu'elle a un manque de moyens. Oui. Il y a cet argument-là, oui, effectivement, on peut l'entendre, hein, mais il y en a peut-être d'autres, hein, je n'en sais rien. Je suis désolé, je ne veux pas monopoliser là. Ça n'excuse pas les décisions. Je veux dire, les décisions restent catastrophiques pour beaucoup de parents. Mais ça demande justement qu'il y ait des choses qui puissent être portées pour pouvoir répondre à cela. Ouais. Pour pouvoir répondre à cela. Puisque c'est ce qui va créer après des défaillances. C'est ce qui va créer des défaillances. S'il y a un manque de moyens, forcément, si les choses ne sont pas faites à la base, si les choses ne sont pas faites… Regardez, vous le voyez beaucoup dans les placements. Lorsqu'il y a un placement, il est censé avoir une enquête au préalable. Rarement, il y a eu d'enquête. Ça a été très rare. Donc, automatiquement, ensuite, ça engendre des situations où ça emmène à de l'inversement et des coupures totales de liens. Parce que les moyens n'ont pas été mis au départ. Donc, par manque de moyens, ça demande plus de moyens après. Aussi. Et c'est à la base qu'il faut pouvoir agir. S'il y avait peut-être des gardes partagées, entre guillemets, plus systématiques, peut-être que les tribunaux seraient moins engorgés aussi, quoi. Ouais.
Mais ça a été la ligne. Hein. Alors, je ne sais pas de quelle région vous êtes, mais depuis quelques années, ça a commencé. Gironde, c'est 33, c'est ça? Oui. Oui, ça a commencé déjà il y a quelques années où elle était pratiquée, parce qu'avant, elle l'était moins. Et ça a commencé il y a quelques années où elle était pratiquée en fonction de l'âge des enfants, en fonction de la zone géographique, et c'est pratiqué de plus en plus. Bon, moi, j'en ai pas bénéficié. Et sur les 12% dont on parlait tout à l'heure, enfin, voilà, je ne suis pas tellement d'accord. Quoi, hein. Je pense que je suis désolé. Les 12%, voilà. C'est le chiffre communiqué, c'est ça? Oui, parce que vous parliez tout à l'heure que en fait, ce n'était pas vraiment le cas, ça avait progressé. Voilà. Moi, tout autour de moi, j'ai des cas similaires. Hein. J'ai des amis, ils sont dans le même cas que moi. Quoi, hein. Même la garde partagée prononcée, 3 fois, parce qu'il s'est battu. Il n'a jamais vu ses enfants. Voilà. Maintenant, elles sont majeures, il les a perdus. Pendant 10 ans, il les a perdus, quoi. Alors qu'il avait gagné la garde partagée. Enfin, ça, c'est un autre sujet, mais pour dire que... Voilà. J'ai pas les chiffres en garde partagée, j'ai pas connaissance des chiffres exacts. Oui, mais il y a le fameux débat, c'est ça que j'aimerais éclaircir. Oui, c'est parce que un des parents ne demande pas, ou alors, oui, mais s'il y a conflit, enfin, il y a que, enfin, voilà. Il y a le chiffre, mais il y a aussi, il faudrait savoir comment il est extrait, ce chiffre. Des chiffres qu'on pourra avoir avec Stéphane Lambert qui seront dans les prochains lives, parce que là, je vois, on a passé plus d'1 heure. C'est les premiers lives, donc on cherche nos repères. Ça avait bien commencé la semaine dernière. On avait Gaël Cosmonier qui était la tête de liste, donc je crois qu'il est en 3e position. On aura Stéphane Lambert lundi 4 mars, et puis après on va présenter peut-être Maxime Viljobert et d'autres candidats, et on fera peut-être des visios par thématique. Et puis là, là c'est disons qu'on essaye de travailler un petit peu notre manière de s'exprimer, mais si jamais vous voulez revenir et vous exprimer en direct, voilà, on vous envoie les liens. J'ai envoyé ma candidature, mais peut-être pas la bonne personne. J'ai envoyé par mail, alors je sais pas. Peut-être que oui. Je sais pas. Et peut-être que bon, je sais pas. Hein, peut-être que je suis encore investi de mes problématiques. Peut-être que ça vous convient pas, j'en sais rien. Mais voilà. J'ai envoyé ma candidature à une personne. Il faudrait que je la retrouve, mais par mail. Voilà. D'accord. Ok. Ouais, c'est bon. Donc, mais je m'exprimais aussi à tous ceux qui nous regardent. Si vous voulez nous rejoindre, si vous voulez échanger, débattre, parce que si vous pensez que c'est un thème qui vous concerne et tout ça, donc voilà, on essaiera de faire une visio comme ça chaque semaine. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Je pense que maintenant qu'on a écoulé 1 heure, on a fait un bon live encore une fois, et puis on en recommencera. Non, pas pour ce soir. Et puis, je te rejoins sur le fait que, oui, on va préparer les thématiques par rapport aux besoins et aux demandes qu'on a reçues. Ok. Merci à vous d'être venus, et je dis bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Merci, très bonne soirée. Au revoir.